Depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on parle régulièrement de ce qu'il se passe sur le front. Mais il est difficile de savoir ce que devient la population restée dans les régions annexées. Cette semaine, nous vous faisons donc entendre les voix de ces habitants dont la vie a basculé. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Au cœur de l'Ukraine occupée, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 3, Conquérir les esprits. Désormais, nous avons une vision plus précise de ce à quoi ressemble la vie dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie. Mais vous allez l'entendre, la conquête ne semble pas avoir de limite. Pour mettre en perspective ces témoignages recueillis par Clara Marchot, nous serons toujours accompagnés d'Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine post-soviétique. Pour certains témoignages, les voix et les prénoms ont été modifiés pour des raisons de sécurité. Je vous rappelle que ces récits peuvent être difficiles à écouter. Depuis le début de l'invasion russe, les écoles ukrainiennes sont régulièrement ciblées par les bombardements. Mais dans les territoires occupés, l'école devient aussi un moyen efficace de coercition. Sur les bureaux, les manuels russes ont remplacé ce que les enfants ukrainiens utilisaient avant le 24 février 2022. Au poste frontière de Domanové, entre la Biélorussie et l'Ukraine, je rencontre Ina. Elle me raconte l'histoire de l'école de sa fille de 8 ans, dans la région de Kherson, occupée par les Russes. Les enfants doivent aller à l'école dans un autre village, à des dizaines de kilomètres. Ils disent « Nous n'avons pas assez de profs, donc on ne réouvrira pas l'école. On en a ouvert une autre, amenez vos enfants là-bas. » Les parents n'ont pas le droit de venir à l'école. Elle est gardée par des militaires avec leurs armes. Tu ne peux pas t'en approcher. Les parents doivent laisser les enfants au bus le matin et les récupérer le soir. Mais on sait qu'ils appliquent le programme russe. Dans leurs devoirs, les enfants doivent par exemple écrire « Merci aux soldats russes de m'avoir sauvé ». S'ils ne le font pas, ils ont une mauvaise note et les parents sont convoqués pour savoir pourquoi ils ne donnent pas une meilleure éducation à leurs enfants. La langue russe est donc imposée. Dans les programmes, l'histoire ukrainienne est complètement effacée. Les Russes y justifient l'invasion et décrivent l'Ukraine sous son gouvernement actuel comme un État néo-nazi. Nina, une autre mère de famille originaire de Crimée, le raconte. Là-bas, en Crimée, tout est interdit. Quand en 2014, un garçon a écrit sur le tableau « Gloire à l'Ukraine », tous les parents ont été convoqués. C'était tout un procès. Ils ont presque expulsé le gamin de l'école. Et c'était en 2014. Aujourd'hui, écrire « Gloire à l'Ukraine » sur un tableau ou même dans un message, ça vous vaut des poursuites pénales. Et tout ça commence dès la maternelle. J'ai un petit de 4 ans et déjà à cet âge, il leur parle de la Grande Guerre patriotique. C'est le nom russe de la Seconde Guerre mondiale. Déjà à cet âge. De manière générale, l'école est l'instrument principal de l'État, Anna Colin-Lebedev, pour promouvoir son idéologie, quel que soit l'État. Et je pense qu'en France, on en a eu de beaux exemples également. L'instituteur hussard de la République, eh bien, ma foi, le professeur de l'école russe est un hussard de l'État poutinien, on peut le dire comme ça. La principale référence utilisée par le pouvoir russe, à la fois pour parler à la population en général et pour parler aux enfants en particulier, c'est le cas historique de la Seconde Guerre mondiale, appelée Grande Guerre patriotique en Russie, qui permet de transmettre 2 idées centrales pour le régime russe. La première, c'est que la Russie est toujours du côté du bien. Et que donc le soldat russe est toujours un soldat glorieux, libérateur, qui agit contre des forces extrémistes et qui souvent n'est pas très aidé par ses voisins.
Dans l'histoire soviétique et russe de la Seconde Guerre mondiale, la participation des Alliés a une très faible importance. C'est surtout l'Union soviétique qui a libéré le monde entier du nazisme. Et le deuxième message central, c'est que le nazisme est de retour. Et le nazisme est de retour où ? En Ukraine, soutenu par l'Occident, et que donc, en fait, il est important une fois de plus de transmettre l'idée que la Russie ne peut être que des forces du bien et que pour la seconde fois, en fait, elle va sauver l'humanité du nazisme qui, cette fois-ci, est dans le pays que l'on pensait frère. Beaucoup d'établissements ont fermé, car avec l'exode, peu d'enfants habitent encore dans ces territoires. Pourtant, ceux qui restent sont obligés par les autorités russes d'aller à l'école. Certains continuent de prendre des cours en ligne sur Zoom avec leurs anciens professeurs, au risque de se faire arrêter. La journée, ils vont à l'école russe, et le soir, en secret, ils apprennent l'ukrainien. Et d'après plusieurs sources, les enseignants ukrainiens qui collaborent, ou les profs russes qui ont été installés, font pression sur les enfants. Ils les questionnent régulièrement, pour savoir s'ils vont à l'école ukrainienne en cachette, si leurs parents parlent ukrainien à la maison, ce qu'ils pensent de l'occupation. Et les enseignants qui refusent d'appliquer ce programme font face à des représailles. Les ONG ont documenté des menaces, des détentions et même des actes de torture. Une professeure exilée m'explique comment l'arrivée des Russes se passe dans son école. Il y avait 119 enseignants dans notre école. C'était la plus importante de la ville. Sur ces 119, une soixantaine continuent de travailler en ligne et 15 collaborent avec l'occupant. Ils ont une véritable pénurie de profs. Donc, ils en envoient qui viennent de Russie. Ils vivent dans nos maisons. La première année, il n'y en avait pas beaucoup. Mais maintenant, c'est un phénomène de masse. Ils les appâtent avec des salaires plus élevés ici, parce que l'école est plus proche du front, comme ils l'avaient fait en Crimée. 70 000 roubles, c'est environ 35 000 hryvnia ukrainiens. Aucun de nous n'a jamais eu un tel salaire, et c'est même bien plus élevé qu'en Russie. Pour survivre, nos professeurs pro-ukrainiens qui sont partis se sont installés dans d'autres villes. Ils ont trouvé un emploi, certains ont pris leur retraite car c'est dangereux, pour les profs comme pour les enfants. Certains continuent d'enseigner en ligne, en vivant dans les territoires occupés. Mais c'est dangereux car les Russes posent beaucoup de questions. De quoi vous vivez ? D'où vient votre argent ? Alors, il y en a qui prennent des jobs de vendeurs ou dans des salons de beauté pour éviter les soupçons. Elle est toujours en contact avec les parents d'élèves restés sur place qui lui racontent la situation. Depuis quelques mois, les Russes menacent de retirer les droits de garde aux parents qui ne mettent pas les enfants à l'école russe. Dans les mairies, les nouvelles autorités vérifient les registres d'état civil et vont menacer les parents de ceux qui restent à la maison. D'après les parents dont les enfants suivent les cours là-bas, la qualité de l'enseignement est très faible. Les Russes disent que si tu es étudiant en physique, tu peux être prof de physique. Ils recrutent selon ce principe car il y a une grande pénurie de spécialistes. Et pourtant, il y a des familles qui, après 2 ans, ne mettent toujours pas leurs enfants à l'école. Je ne sais pas quel sera leur sort. Ils n'ont pas fréquenté l'école depuis 2 ans. Je ne sais pas ce qui va leur arriver. Dans des quartiers résidentiels, les voisins voient un jeune, se demandent pourquoi il ne va pas à l'école, et hop, le jour même, la police rend visite aux parents. Ils leur disent « Vous êtes de mauvais parents, vos enfants ne vont pas à l'école ». Ils ont une conversation, et le jour suivant, le gamin va à l'école. L'année dernière, au début du mois de septembre, un prof russe est entré dans une classe de notre école. Il a demandé qui va à l'école ukrainienne en ligne. Et toute la classe s'est levée. Les enfants aussi voulaient faire leur rébellion. Ils l'ont fait exprès. Et les Russes n'ont rien pu faire. C'est effrayant ce qu'il se passe là-bas. Ce n'est pas du tout sûr, en particulier pour les filles. Les parents nous disent qu'ils ne les laissent pas sortir. On a entendu parler de problèmes avec les soldats russes, surtout dans les villages. Il n'y a pas de droit, pas de loi là-bas. Tu ne peux pas aller voir la police pour te plaindre. De toute façon, les militaires auront toujours raison. Du point de vue du droit international, c'est illégal, mais du point de vue du droit russe, c'est parfaitement logique. Anna Colin-Lebedev. Dans la mesure où ces territoires sont désormais, pour l'État russe, des régions comme les autres, eh bien, il est tout à fait logique et normal que le programme qui y soit enseigné soit le programme de la Fédération de Russie et que les messages politiques qui y soient transmis soient des messages russes. Alors, je dirais que ce qui est frappant dans cette histoire, ce n'est pas tant
la manière dont l'école est gérée dans les territoires occupés que ce que ça nous permet de dire de l'extrême politisation de l'éducation secondaire à l'intérieur de la Russie pour les citoyens russes eux-mêmes. Où là, les programmes, notamment les programmes d'histoire, mais pas seulement, ont été considérablement transformés en incluant un message anti-ukrainien, cette idée que l'Ukraine est l'ennemi, cette idée que l'Occident est l'ennemi, par exemple. Eh bien, on l'a aujourd'hui au fin fond de la Sibérie avec la même intensité que dans les territoires nouvellement annexés. Il y a quand même une chose qui n'est pas surprenante, mais je dirais que l'on pourrait souligner, la Russie se déclare comme un État multiethnique. Officiellement, il y a, si je ne me trompe pas, 180 groupes ethniques recensés au sein de la Fédération de Russie, plus de 90 langues. Et normalement, l'État russe, dans sa grande multiculturalité, devrait assurer l'enseignement des langues locales et l'enseignement des cultures locales sur tout son territoire. Or, en fait, ce que l'on constate sur le reste du territoire russe, c'est que ces langues régionales et ces cultures régionales sont très systématiquement écrasées au profit, en fait, d'une russification et d'une valorisation de la culture russe, de l'histoire russe et de la pratique de la langue russe. Donc c'est vrai que, je dirais, quelque part, dans l'Ukraine militairement occupée, l'État russe se conduit exactement de la même manière que sur le reste de son territoire pour ce qui est du programme scolaire, c'est-à-dire qu'on russifie complètement. La différence qu'il peut y avoir et qui est notable, c'est que partout ailleurs, vous avez le droit de parler votre langue d'origine. Au Tatarstan, vous avez le droit de parler tatar. Au Bashkortostan, vous avez le droit de parler bashkir. En Ukraine, vous n'avez plus le droit de parler ukrainien. Beaucoup me racontent que les Russes ont placé leurs soldats et des systèmes de défense antiaérienne dans les écoles. Une méthode pour utiliser des enfants comme boucliers humains qui est pratiquée dans de nombreuses régions occupées. Les élèves suivent aussi des entraînements militaires. D'après l'ONU, les autorités russes exigent des écoles qu'elles divulguent les noms des élèves âgés de 18 ans et plus, considérés comme éligibles pour être enrôlés dans l'armée. Durant ma rencontre avec Nina, son fils d'une dizaine d'années suit attentivement toute la conversation. L'école, c'est l'horreur. Ils leur apprennent à marcher en formation. Oui, l'année dernière, ils nous ont appris à marcher au rythme de l'hymne russe. Ils ont tout filmé pour mettre sur le site de l'école et sur les réseaux sociaux. Alors, les entraînements paramilitaires, dans l'histoire de l'école russe, ça va et ça vient. Anna Colin-Lebedev. La place de ces enseignements militaires et paramilitaires dans l'école soviétique puis dans l'école russe a été relativement marginale. C'était une sorte de sous-matière, souvent enseignée par un militaire à la retraite, à laquelle on ne faisait pas véritablement attention, mais bon, c'était quelque part dans le programme scolaire. Bien évidemment, quand ça se passe dans un territoire en guerre, et qui par ailleurs, où on anticipe une guerre qui va durer longtemps, la coloration est un petit peu différente. Il y a une chose qu'il faudrait souligner, c'est qu'effectivement, la Russie va pratiquer dans ses écoles un certain nombre d'entraînements, de formations aux armes et d'enseignements patriotiques un peu militarisés, mais que l'Ukraine est en train de mettre en place exactement la même chose dans ses écoles. Donc on a plutôt un parallélisme ici qu'une grosse différence. Les deux États s'apprêtent à conduire une guerre sur des décennies et forment une nouvelle génération à la guerre. Les jeunes des territoires annexés font face à un dilemme. Leurs diplômes de baccalauréat ne sont reconnus qu'en Russie. À Zaporizhzhia, à l'été 2024, j'ai rencontré Taras, un jeune de 18 ans qui venait de quitter seul les territoires occupés. Quand l'invasion a commencé, j'avais 16 ans. J'étais en 2e année d'école de musique. Je vivais à Melitopol avec ma mère. J'ai tout de suite arrêté d'aller au lycée, car si quelqu'un avait appris que j'avais des positions pro-ukrainiennes, que je continuais les cours ukrainiens en ligne, un petit coup de fil où il faut, comme ils disent, et c'était fini pour moi. Environ un quart de nos profs est passé du côté de l'occupant, dont ma professeure principale. Les soldats russes ne sont pas venus chez nous pour me forcer à aller à l'école, mais elle a essayé de me convaincre de venir étudier chez eux. Elle disait que mon établissement n'existait plus aux yeux de la loi, que je n'aurais pas de diplôme si je ne venais pas chez eux. En gros, que des mensonges pour me retourner le cerveau. Mais on leur a dit tout de suite que je resterais à la maison, et ça s'est arrêté là. Mes camarades m'ont raconté qu'au lycée, les militaires russes dorment au 1er étage de l'internat et les élèves au 2e. Globalement, je m'en suis bien sorti, parce qu'ils mobilisent souvent les hommes dès qu'ils ont reçu le passeport russe.
Le mec derrière moi avait 24 ans et ils lui ont donné une convocation à l'armée. Par chance, moi, je l'ai évité. Mon départ s'est décidé du jour au lendemain. J'ai trouvé en une semaine un passeur et je suis parti. D'abord, à cause de mon moral, je commençais à devenir fou. Parce que c'est oppressant, je veux dire. Quand vous voyez ces pancartes « Nous sommes ensemble avec la Russie », leur drapeau tricolore, les militaires, ça fait pression sur toi, dans ton esprit. Là-bas, les gens commencent lentement à perdre la tête. J'en connais plusieurs. Des dépressions, des crises de panique. Moi, j'en ai fait une, par exemple. Un jour, j'ai pris mon instrument et j'ai commencé à jouer. J'ai senti les larmes monter. C'était une explosion d'émotions. Je ne sais pas pourquoi, comment c'est arrivé, mais je ne pouvais plus continuer comme ça. Ce lavage de cerveau sur la jeunesse semble porter ses fruits. Ina l'a bien vu avant de quitter sa ville. Prenez l'exemple du fils de nos voisins. Il a 17 ans, il était pro-ukrainien et suffisamment grand pour comprendre ce qu'est la guerre. Mais à l'école, ils leur ont raconté leur propagande et maintenant il y croit. Il est pour la Russie, il pense que la Russie c'est super. C'est pour ça qu'on est parti. Notre fille n'allait pas à l'école, mais ils allaient nous forcer. La domination des esprits se joue aussi dans les médias. Dans une volonté de contrôle total de l'information, la presse indépendante dans les territoires occupés a été muselée en 2022, des dizaines de journalistes arrêtés. Les Russes les ont remplacés par leurs journaux, leurs télévisions, de véritables organes de propagande. À Mariupol, la journaliste Anna Mourlikina a observé comment, depuis 3 ans, les Russes modifient la réalité. Ça a commencé dès la fin du siège. Avant même de rétablir l'électricité dans la ville, les Russes ont apporté d'immenses écrans plats mobiles. Ils les ont fait circuler dans la ville et ont diffusé de la propagande russe. Au début, les gens étaient dubitatifs, car tout le monde savait la vérité. La Russie a envahi l'Ukraine. Et si vous disiez le contraire, les gens vous regardaient avec des grands yeux. Mais un mensonge répété 100 fois cesse d'être un mensonge pour celui qui l'écoute. C'est pour ça que les Russes ont continué cette propagande. Ces télévisions mobiles ont bien tourné et aujourd'hui, après 2 ans et demi, ils ont installé à Mariupol une chaîne télé, un journal local et surtout, ils ont lancé plusieurs douzaines de chaînes Telegram financées par les Russes avec une audience gonflée et payée qui ne font que poster agressivement des mensonges sur l'Ukraine. Je suis surprise de voir comment progressivement la réalité change. Quand tu répètes aux gens « la ville a été détruite par l'Ukraine, la ville a été détruite par l'Ukraine, la ville a été détruite par l'Ukraine » et ainsi de suite pendant 2 ans, ça marche. Et chaque tentative de rétablir la vérité, de répondre sur ces chaînes Telegram est réduite au silence, avec des insultes, des attaques par des dizaines de trolls. Et petit à petit, le mensonge devient dominant et la vérité disparaît. J'ai suivi ces discussions avec attention depuis le début de l'occupation. Au début, sur les réseaux sociaux, tu ne pouvais pas dire que l'Ukraine a détruit Mariupol. Tout le monde se mettait à contester, à dire « mais quelle foutaise, quelle libération, on a tout perdu ». Et petit à petit, ils ont réduit ces voix au silence avec leurs trolls agressifs sur les réseaux sociaux et la réalité a été remplacée. Tout récemment, une femme nous a écrit sur notre conversation Telegram depuis une région occupée. Elle est enseignante là-bas et elle dit que les enfants lui demandent « Mais pourquoi on dit que c'est l'Ukraine qui a détruit la ville? On sait bien que c'est les Russes qui ont bombardé. Et vous nous dites que non ?» Et elle leur répond « Mes chers enfants, maintenant, pour notre sécurité, c'est moins dangereux de dire que c'est l'Ukraine qui a détruit la ville. Donc, pour notre sécurité, c'est ce qu'on va dire. » Vous comprenez que les enfants apprennent dès le plus jeune âge que mentir, c'est bien pour survivre.
C'est orwellien. Vérité égale mensonge, mensonge égale vérité. Et les enfants vont grandir avec ce bagage. Mentir, c'est bien, c'est la seule façon de survivre. Et alors, quels citoyens ils vont devenir ? J'ai peur que nous soyons confrontés à des problèmes immenses à cause de ça après la guerre. À Melitopol, les Russes ont même fondé une école de journalisme pour former les futurs propagandistes. Les médias ukrainiens et internationaux sont accessibles uniquement avec un VPN, ce qui permet de vous identifier virtuellement dans un autre pays. Mais il est dangereux d'utiliser ce type d'application. Les habitants des territoires occupés sont régulièrement fouillés par les soldats russes et être repéré avec un VPN sur son téléphone peut conduire au poste. La plupart des habitants ont donc un téléphone propre pour sortir et un autre chez eux où ils consultent les sites indépendants en espérant ne pas subir de perquisitions. Il me semble que les médias locaux sont intégrés dans cette espèce d'infrastructure de médias régionaux qui existe de manière générale dans la Fédération de Russie. Anna Colin-Lebedev. Et qui contribuent à la fois à faire passer un message de propagande, mais aussi à construire une sorte d'image de la normalité. Et ça aussi, c'est une deuxième fonction extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on va vous parler de la manière dont telle chaussée a été réparée alors qu'il y avait un gros trou depuis longtemps, dont un festival de musique a eu lieu, etc., etc. Donc, convaincre aussi via ces médias la population que la normalité est revenue grâce à la Russie. Mais vous avez aussi, en fait, de manière un peu plus spontanée, notamment des chaînes Telegram, donc des sortes de chats sur la chaîne Telegram, de communautés locales, autour d'un village, autour d'une petite ville, etc., qui, avant la guerre, partageaient des news locales, et qui, en fait, depuis le début de la guerre, eh bien, ma foi, on peut permettre de suivre le degré de répression en fait qui s'installe sur la liberté de parole et sur la liberté d'échange sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, eh bien, au début, même sous occupation, il va y avoir un discours critique. On va dire ça doucement. Il va y avoir un discours pour certains pro-ukrainiens. Il va y avoir des commentaires en ce sens. Et puis, en fait, petit à petit, on suit un espèce de lissage où les chaînes locales vont devenir de plus en plus policées, reprendre de plus en plus les messages locaux. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On peut en conclure que le contrôle s'installe, mais on peut en conclure aussi que la discussion se fait ailleurs. Et bien évidemment, le jeu, ça consiste à traquer, en fait, sur quelle nouvelle chaîne Telegram, en fait, les citoyens échangent d'entre eux. Chaque élément de la vie des Ukrainiens en territoire occupé est scruté. La peur règne dans ces régions où la crainte d'une arrestation est constante. Car tous le savent, les conditions de détention sont terrifiantes. Que se passe-t-il quand le contrôle et la propagande ne fonctionnent pas ? Pour clore cette série, nous vous proposons d'entendre les témoignages de ceux qui sont revenus des geôles russes. Pour écouter ce dernier épisode, rendez-vous demain sur l'express.fr et sur toutes les plateformes de podcast comme Deezer, Spotify ou Castbox. Au cœur de l'Ukraine occupée est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.